Pourquoi il ne faut pas ramasser des drones ou des pièces de munitions, les jeter dans un feu ou essayer de se réchauffer sur une route à découvert? Vous le verrez dans cette vidéo. 12 juin 2026, nous sommes dans la 5e année et c'est aussi le 110e jour depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue dans ce point sur la situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons examiner des sujets intéressants, dont les publications de Médiaire. Ensuite, nous analyserons la crise du carburant en Crimée et observerons d'autres scènes sur le front. Et pour finir, nous allons également jeter un œil sur Konstantinivka, une ville à laquelle nous avons déjà accordé une attention particulière récemment. Parce que les choses commencent à devenir sérieuses ici. Comme je l'ai dit, la situation n'est pas très bonne pour les unités ukrainiennes en ce moment, mais elle ne l'est pas non plus pour les Russes. Le rapport montrera exactement ce qui s'y passe. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le 12 juin, c'est aussi la journée de la Russie. Médiaire publie encore une fois une image de lui-même générée par IAF. Il déchiquette des photos de politiciens occidentaux, alors que lui et le Kremlin placent de vrais Russes dans une situation similaire au front. Il n'en parle évidemment pas. Mais il manque aussi la musique. Les médias russes annoncent l'annulation du concert traditionnel de la journée de la Russie sur la place rouge. Selon les rapports, ce serait la première fois en 23 ans que cet événement n'aurait pas lieu. Aucune raison officielle n'a été donnée, mais une source évoque une réorganisation. Raison inconnue, même si nous pensons tous connaître la vraie cause. Depuis des semaines, les attaques ukrainiennes augmentent dans l'arrière-pays russe. Des avions, des terminaux pétroliers, des usines d'armement, des navires de guerre et d'autres cibles stratégiques sont régulièrement attaqués. Même Saint-Pétersbourg n'a pas été épargné. Bien sûr, l'annulation n'est pas forcément liée à des préoccupations de sécurité. Vu l'importance que le Kremlin accorde d'habitude aux grands événements publics, aux mises en scène patriotiques et aux images de force, une telle décision ne passe pas inaperçue. Question des attaques. En Russie, les événements organisés sur la place rouge ont souvent une signification symbolique très forte qui va bien au-delà du simple concert. Ils veulent transmettre une impression de normalité, de stabilité et surtout de contrôle. Si un événement qui avait lieu de façon tout à fait habituelle depuis plus de 2 décennies disparaît soudainement pour des raisons inconnues, on ne peut s'empêcher de se demander ce qui a bien pu changer. Pour être honnête, cela ne semble pas vraiment être un comportement. Un État qui se sent totalement en sécurité, surtout après les récentes attaques ukrainiennes, réfléchirait sûrement très attentivement à Moscou, à l'endroit où de grandes foules, des invités de marque et des caméras de télévision devraient censés se trouver en même temps. De nouvelles visualisations de l'attaque contre le Venier progressent à Chebouchkari offrent un aperçu intéressant de la portée et de la méthode d'action des FW-5 Flamingo ukrainiens. D'après les analyses, environ 5 missiles de croisière ont été lancés. Tout cela s'est passé il y a maintenant 2 jours. Je n'ai simplement pas pu le mentionner dans le rapport de situation d'hier, puisqu'il ne s'était rien passé. 2 auraient déjà été abattus lors de l'approche de l'usine d'armement. Un autre a été détruit bien avant d'atteindre la zone cible. Cela signifie que 2 flamingos ont probablement atteint l'installation, ce qui est remarquable. Nous allons voir une image de l'impact. Il ne s'agit pas de viser des cibles proches du front, mais d'attaquer le cœur de l'arrière-pays russe, même si seuls 2 des 5 missiles passent. Cela peut déjà suffire à causer des dégâts considérables à un site industriel ou d'armement. Surtout que le Flamingo transporte une ogive de 1000 kg. Comme on peut très bien le voir, les Ukrainiens ont d'abord choisi une trajectoire directe, puis ils ont dépassé la cible. Les missiles de croisière ont ensuite fait demi-tour pour attaquer la cible par l'arrière, contournant ainsi la défense aérienne russe. Pour ce type d'opération, une grande préparation était nécessaire afin de planifier un itinéraire où les Russes auront du mal, voire seront incapables, d'abattre ou de détecter les Flamingos. J'observe de près le Flamingo. Ce missile de croisière est moins précis et moins difficile à intercepter qu'un Taurus. Mais il est produit et utilisé en plus grande quantité. Si l'Ukraine peut en lancer régulièrement plusieurs à la fois, cela pose un tout autre problème pour les systèmes de défense aérienne russes, s'ils ne sont pas présents en nombre suffisant. En ce qui concerne le pont de Kerch ou d'autres infrastructures importantes, cela pourrait devenir très intéressant. À Novorossiysk, un incendie majeur s'est déclaré dans une usine, qui serait censée produire des composants optiques pour l'équipement militaire russe. Selon les informations disponibles, l'incendie s'est étendu sur environ 2800 mètres carrés. La cause exacte reste inconnue pour l'instant. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est surtout le type d'entreprise concernée. Les optiques sont souvent bien plus difficiles à remplacer que de simples pièces métalliques ou des munitions.
Les appareils d'imagerie thermique, optique de visée, systèmes d'observation et autres composants opto-électroniques sont essentiels aux forces armées modernes et demandent des installations de production spécialisées. À première vue, un entrepôt en feu semble peut-être moins spectaculaire, je l'admets. Et bien sûr, la nouvelle est moins spectaculaire qu'une base aérienne ou une raffinerie. Mais s'il s'y trouvait du matériel, des composants ou des équipements de production pour l'optique militaire, alors les dégâts pourraient être bien plus importants que ce que les images laissent me supposer au premier abord. On constate encore un schéma. Ces dernières semaines, incendies, explosions et attaques se sont multipliés dans raffineries, usines d'armement, centres de drones, bases aériennes et installations logistiques. Même s'il s'avère plus tard que l'incendie n'était peut-être pas directement lié à la guerre, il touche tout de même un secteur très sensible pour la Russie. Pour Moscou, cela arrive donc à un moment particulièrement défavorable, alors que le matériel s'use au front et que l'industrie doit produire à plein régime. En effet, chaque perturbation dans une usine d'armement ou chez un fournisseur représente un gros problème dont on se passerait bien. Et c'est une scène où l'on ne peut s'empêcher de se demander ce que cet homme avait bien pu penser. Un soldat russe s'approche d'un drone ukrainien abattu, ramasse quelques pièces, les jette dans le feu comme combustible, puis s'agenouille à côté pour regarder le tout et se réchauffer un peu. Bien sûr, on pourrait penser que quelqu'un avec un peu de bon sens ferait preuve d'une certaine prudence envers les munitions inflammables, les batteries et les explosifs inconnus, notamment avec les drones, souvent porteurs d'explosifs. Au lieu de garder ses distances, cet homme choisit une place au premier rang lors de l'explosion de la batterie et du drone. La crise du carburant en Crimée prend désormais des proportions que même les autorités peuvent à peine dissimuler. Le gouverneur de Sébastopol a annoncé aujourd'hui qu'aucun nouveau bon de carburant ne serait délivré pour le moment. La raison invoquée, des réserves supplémentaires de carburant n'ont pas pu atteindre la ville car les camions-citernes sont bloqués en route ou ne partent même plus. Ce qui est intéressant, ce n'est pas ce qu'il dit. Il n'explique pas pourquoi les camions-citernes n'atteignent plus la ville, il dit seulement qu'ils n'arrivent plus. Cette question est pourtant décisive, et la réponse est très facile à observer, car nous la connaissons. Depuis quelques semaines, les voies d'approvisionnement russes sont sous pression. Des dépôts de carburant attaqués, des locomotives détruites, des cargos touchés et des liaisons terrestres majeures dans les territoires occupés sont méthodiquement frappés par des drones ukrainiens à moyenne portée. Nous voyons désormais les conséquences en Crimée. D'abord des files de plusieurs kilomètres devant les stations-service, ensuite des rationnements, puis des tickets d'essence. Et maintenant, il n'y a même plus de nouveaux tickets distribués, car tout simplement aucun carburant n'arrive plus. Ce qui est intéressant dans de telles informations, c'est qu'elles montrent sans cesse à quel point la situation d'approvisionnement est devenue tendue. Si une seule livraison manquée suffit déjà à restreindre la distribution de carburant, cela indique que les réserves sont faibles. Les attaques ont débuté il y a seulement quelques semaines. Il y a un an, on aurait probablement réfléchi à cela et ri un peu en Crimée si jamais il avait fallu distribuer un ticket de carburant. D'ailleurs, comme les mesures de défense aérienne ne suffisent pas, les Russes camouflent désormais les camions-citernes en camions ordinaires. Ici, par exemple, du carburant aurait été transporté, alors que de l'extérieur, on dirait que c'est du bois. Selon le gouverneur Saldo, nommé par la Russie, pas moins de 4 ponts dans la région d'Amjansk ont été attaqués. Parmi elles, 2 ponts sur le canal de Crimée du Nord, le pont routier en direction de Perekop-Amjansk, ainsi qu'un autre pont près de Stavki. Quiconque regarde la carte reconnaît le schéma. Amjansk est presque à l'entrée de la Crimée. J'avais récemment annoncé d'autres attaques contre des ponts. Les voici. La plupart des transports terrestres vers ou depuis la péninsule traversent cette zone. Depuis des semaines, nous évoquons les attaques ukrainiennes contre la logistique russe dans le sud. Des camions-citernes brûlent sur l'E105 et des locomotives sont attaquées, navires de marchandises également touchés. Je le répète, j'en suis conscient. C'est important pour le contexte. En Crimée, mais les files d'attente de plusieurs kilomètres aux stations-service rendent l'accès de plus en plus difficile. Détruit. Soudain, des attaques visent plusieurs ponts, notamment un point de passage clé pour l'approvisionnement. Ce qui retient l'attention, c'est encore le timing. D'abord, Sébastopol signale des problèmes, puis les camions-citernes cessent d'arriver. Ensuite, d'autres ponts sont aussi attaqués. Mais là où la situation est différente et peut-être pas aussi favorable pour l'Ukraine, c'est ici à Konstantinivka. À Konstantinivka, il semble que ce que nous avons évoqué récemment se confirme. Pendant des mois, les Russes essaient d'entrer dans la ville par le biais de petits groupes d'infiltration et d'avancée. Même les analystes ukrainiens indiquent que des unités russes ont pénétré à plusieurs endroits dans les quartiers ouest et centraux de la ville. Je vais vous le montrer sur la carte de situation. Les Russes attaquent sur 2 fronts. D'abord en haut, où la situation est un peu meilleure pour l'Ukraine,
puis en bas, le long de la ligne de front. Je vais maintenant le dessiner de façon schématique. Il n'y a pas vraiment de ligne de front précise. C'est plutôt, on pourrait à nouveau parler d'un patchwork, ou des unités russes ou ukrainiennes. Des unités ukrainiennes sont réparties dans la ville et parfois occupent même en même temps différentes maisons dans la même rue. Les Russes, eux, se trouvent à peu près ici, si l'on parle de l'endroit où il y a actuellement le plus de présence, donc à l'intérieur de cette ligne rouge en pointillé. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de présence russe. C'est aussi d'ici que l'attaque principale des Russes part. Je peux aussi vous la dessiner. Et c'est ici. C'est à peu près la principale zone d'attaque. C'est ici que se déroulent la plupart des attaques. Ils progressent ici vers le nord et, en parallèle, attaquent aussi sur les flancs. Oui, et c'est ainsi que se forme à peu près cette configuration que j'ai dessinée ici en rouge. Voici à peu près la zone où les Russes d'Otradano sont actuellement très présents. À l'intérieur de la zone grise marquée en jaune. Du côté ukrainien, on a également remarqué que certaines unités se sont désormais retirées d'ici. Elles se regroupent ici en haut et essaient ensuite de tenir cette zone, tandis qu'à l'intérieur, les combats font toujours rage. La ville tombera-t-elle donc dès demain ? Bien sûr que non. Dire cela, c'est raconter n'importe quoi. Il y a tout de même une part de vérité. Pour les Ukrainiens, un problème existe, déjà vu à Bakhmout ou Torez comme je l'ai évoqué précédemment. Lorsque des groupes ennemis s'établissent derrière les véritables positions défensives, toute la ligne de front en ville devient beaucoup plus instable. C'est quelque chose dont je parle depuis, presque 3 ans maintenant, presque sans interruption, lorsqu'il s'agit ici d'attaques contre des villes. Pour les nouveaux sur la chaîne qui n'ont pas connu les derniers grands combats en ville avec moi, les Russes procèdent toujours de la même manière. Ils attaquent l'ensemble toujours d'abord frontalement. C'est presque systématiquement comme ça, une attaque frontale. Et là, ils se rendent compte qu'ils ne passeront pas. Ensuite, ils essaient un encerclement. S'ils échouent, ils réalisent qu'ils ne peuvent encercler la ville, car les Ukrainiens ont trop bien fortifié les flancs. Ils tentent alors d'y entrer avec de petits groupes d'infiltration. Ils envoient 10 ou 12 soldats dans une rue, 12 autres dans une autre, et parfois 4 ou 5 la nuit dans certains quartiers résidentiels. Et ensuite, ils essaient de s'y installer. Et si les Ukrainiens n'arrivent pas à repérer ces groupes, alors ils restent là-bas. Et s'ils restent là-dedans et peuvent signaler qu'ils ont trouvé un moyen d'entrer dans la ville sans être remarqués, alors ils enverront les suivants. Ensuite, ils se rassemblent dans un bâtiment quelconque, et cela devient un nouveau quartier général pour les Russes. Cela devient un nouveau point névralgique en plein centre-ville. En quelque sorte une petite ville. De nouvelles positions du côté russe qu'ils fortifièrent ensuite. Si suffisamment de personnes s'y rassemblent, disons environ 60 ou 70, alors ils vont se répandre dans ce quartier et se disperser plus ou moins dans toutes les directions. C'est généralement comme ça qu'ils procèdent. Cela veut dire qu'ils ont conquis un point qu'ils peuvent tenir où les Ukrainiens n'ont peut-être même pas vraiment remarqué leur présence. Ils rassemblent de nouvelles forces. Ensuite, ils attaquent dans toutes les directions. Pourquoi attaquent-ils dans toutes les directions ? Premièrement, cela rend difficile pour les Ukrainiens d'agir contre eux ici, ou de les contenir. Deuxièmement, ils trouvent d'autres moyens de progresser et créent de nouveaux quartiers généraux, où ils envoient les prochains renforts via le premier. Et ainsi, ils progressent pas à pas à travers toute la ville. Et si les Ukrainiens ne réagissent pas rapidement, et dans la première journée, je dis toujours dans les premières 24 heures, peut-être au maximum dans les 30 premières heures, s'ils n'ont pas repoussé ces Russes, alors ils perdront la ville. Jusqu'à présent, ça s'est toujours passé comme ça, et là-dessus, je suis sûr de ne pas me tromper. À un moment, les Russes deviennent trop puissants. Les Ukrainiens ne suivent pas actuellement la doctrine d'attaquer immédiatement ou de lancer des contre-mesures, surtout en combat urbain. Souvent, ils tiennent simplement leur position, attendent que les Russes arrivent et les combattent sur place. Si la pression devient trop forte, ils reculent simplement d'une rue, puis attendent que les Russes arrivent, les combattent à nouveau, puis se retirent encore d'une rue. Ils échangent du terrain contre du temps et moins de blessés. Comme mentionné dans le rapport de situation avant-hier, les Russes accentuent la pression au nord, près de Chachevka. Chashchari, ils essaient de conquérir cette zone ici. L'attaque se déroule à peu près comme ceci. Les Russes essaient de progresser par le flanc ouest dans cette direction, peut-être pour atteindre la côte 211. Ils ont déjà le contrôle de la côte 244. S'ils tiennent aussi celui-ci, les Ukrainiens auront de toute façon un gros problème pour l'approvisionnement vers Shevchenko. Cela signifie que je pars du principe qu'ils vont se replier ici et que le dernier combat défensif aura lieu quelque part ici, ou inversement, selon l'endroit où la pression sera la plus forte. L'approvisionnement entre ces deux endroits est déjà très difficile, comme vu avant-hier. Je me réfère simplement au rapport de situation du 10 juin. C'est pourquoi je dirais que la ville est certainement perdue.
Oui, les Ukrainiens ne pourront probablement plus reprendre cette ville, à moins qu'ils ne changent de stratégie. Cela ne signifie pas qu'elle tombera demain ou cette semaine. Je pense que cela prendra encore du temps. Les Ukrainiens veillent bien sûr à infliger un maximum de pertes aux Russes et à ne pas laisser cette ville tomber simplement entre leurs mains par une retraite. Que se passera-t-il ensuite? Eh bien, les Russes devront continuer à se battre. Ils devront se frayer un chemin en combattant à travers ce paysage vallonné et ces étendues d'eau. Ils doivent atteindre cette localité et ensuite il y aura encore la bataille de Kramatorsk ainsi que des villages environnants, ce qui sera évidemment encore un combat très coûteux. Si l'on réfléchit au temps qu'ils ont mis rien que pour aller de Touretsk, donc pratiquement de cette ville ici, jusqu'ici en haut à Konstantinivka, et surtout aux pertes qu'ils ont subies pendant ce temps. Depuis fin 2022, l'Ukraine n'a sans doute plus connu une position stratégique similaire à celle d'aujourd'hui. À cette époque, la reconquête de Kharkiv et Kherson a suivi, la Russie perdant alors une grande partie de son initiative. Cette année, nous ne voyons certes pas de grandes offensives ukrainiennes, mais autre chose car l'Ukraine s'attaque de plus en plus au fondement de la conduite de la guerre par la Russie. Les conséquences deviennent désormais visibles même en Crimée, où le carburant se fait rare et où des files d'attente de plusieurs kilomètres se forment devant les stations-service. Dans le même temps, les Russes continuent de payer leurs gains territoriaux au prix de pertes énormes. Même là où ils avancent, comme en ce moment à Konstantinivka, la question de savoir ce qui doit suivre après la prise de chaque ville reste sans réponse jusqu'à présent. Le point clé est que l'Ukraine n'a pas besoin actuellement de reprendre beaucoup de territoires pour faire pression sur la Russie. Si l'on parvient à continuer de perturber la logistique, à mettre sous pression l'économie de guerre et à augmenter continuellement le coût de la guerre, cela crée une situation de départ totalement différente pour d'éventuelles négociations. C'est pourquoi certains observateurs parlent d'une fenêtre de 6 à 9 mois jusqu'à ce que l'Ukraine soit en position de forcer des négociations à son avantage si la situation continue comme jusqu'à présent. Pas parce que la Russie serait au bord de l'effondrement, mais parce que plusieurs évolutions favorisent l'Ukraine en même temps. Des portées en hausse et une production de drones en croissance, la logistique russe sous pression, et un front où la Russie, malgré de lourdes pertes, reste indécise. La véritable question n'est donc pas de savoir si l'Ukraine lancera demain une grande offensive. La question est de savoir si la fenêtre d'opportunité permet d'accroître la pression plus vite que la Russie ne trouve de solution. C'est justement cela qui crée la force de négociation. Pas de belles paroles, de menaces ou de condamnations sévères, mais de la capacité à rendre la poursuite de la guerre de plus en plus coûteuse et non rentable pour l'adversaire. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne L'équipe Algo, ainsi qu'au colonel René Kess, Silla 30 Obersander Dreneke. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, et à bientôt pour le prochain rapport de situation.